Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission quotidienne que nous vous proposons chaque jour, bien sûr dès midi, mais aussi quand bon vous semble, puisque tous ces contenus demeurent disponibles en tout temps sur lvatv.ca sous différentes rubriques que vous trouvez facilement sur le site. Nous sommes maintenant presque en haute saison estivale et notre programmation est aussi adaptée à la belle saison. Ainsi, la semaine prochaine seront disponibles, ici même, quelques émissions ayant comme thématique le fromage. Nous visiterons la fromagerie du Presbytère, la fromagerie de la Station et celle de la Nouvelle-France. Yannick Patelli et Denis Cotin, avec qui vous ferez connaissance la semaine prochaine, parlent de fromage, de lait, d'affinage, de goût, de leur passion quoi. Aujourd'hui, l'émission est en sortie. Nous nous sommes rendus au Kamouraska et découvrir les saveurs du Bas-Saint-Laurent et l'entreprise Oraille du Kamouraska. L'entreprise locale se spécialise dans la distribution de viande de porc éco-responsable qui est produite par la famille. Le conseiller en nutrition animale dans ce secteur, Stéphane Michaud, qui travaille avec l'équipe de Belle-Île Solutions de Nutrition, est allé à la rencontre de Claude Ouellette, propriétaire de Oraille Kamouraska. Bon visionnement! Bonjour, je m'appelle Stéphane Michaud. On est aujourd'hui à Saint-Joseph-de-Kamouraska avec Claude Ouellette à l'entreprise Oraille du Kamouraska, qu'on est venu vous présenter un peu cette jeune entreprise en démarrage. Claude, je ne sais pas si tu pourrais nous expliquer un peu d'où est venue cette idée, puis le background un peu de l'entreprise là, du côté de tes parents aussi. Bien, le background n'est pas compliqué. Là. C'est une entreprise en production porcine. Ça fait 45 ans là, que la famille est en production porcine. On a toujours grandi là-dedans au final. Là. Fait que tout ce qu'on voulait faire, c'est de pouvoir continuer à avancer, prendre la relève de cette entreprise familiale. Mais quoi faire pour réussir à continuer à avancer? Puis en production porcine, c'est de plus en plus difficile à se démarquer. Il faut noter qu'on est encore une entreprise qui est indépendante. Fait que c'est une entreprise qui nous appartient, c'est nos animaux, le contact est vraiment présent. Puis c'est important que si on prend la relève de tout ça, qu'on puisse garder ce côté d'être indépendant-là. Mais quoi faire pour réussir à survivre? Les indépendants en restent de moins en moins. De plus en plus, les gens sont incorporés. Fait que, de quelle façon qu'on pouvait réussir à se démarquer, c'était de se lancer, je pense, dans la mise en marché de viande. Pour expliquer un peu aux gens, c'est quoi intégré ou ben non indépendant, dans le fond, vous êtes propriétaire de vos animaux, vous faites votre moulée chez vous, vous cultivez des terres. Exact. Vous avez votre propre génétique. Dans le fond, vous aimez ça être boss chez vous. Effectivement, c'est, je pense, le point le plus important. Là. On a grandi comme ça, on est propriétaire, on est patron de nous-mêmes. Fait qu'on les directions qu'on décide de prendre, là, on a le volant dans les mains. Donc, dans l'objectif de continuer de vous améliorer au niveau de vos cultures, entre autres, il y a au moins 5-6 ans, on a introduit le seigle d'automne. Peux-tu nous dire un peu quel avantage vous avez trouvé à cette plante-là chez vous? Bien, un des majeurs avantages, là, c'est le fait qu'on c'est un semis d'automne. On ne se le cachera pas, fait que les périodes d'implantation étaient vraiment optimales. Toujours des bonnes conditions de semis. Le terrain est sec, c'est beaucoup plus facile. Il y a ça qui est avantageux. Il y a le fait également là, qu'on couvre nos sols à l'hiver. Fait qu'on protège tout ce qui est vers de terre, micro-organismes. Ça nous aide beaucoup à protéger la vie dans le sol. Qui protège également là, l'érosion par le vent, par l'eau au printemps. Ouais. C'est un énorme avantage là, avec le seigle. Si on continue dans la rotation, bien, le printemps, ça nous enlevait une charge de travail également. L'autre avantage qu'on y voyait, c'est que si on peut être assez efficace, on est capable de réensemencer notre seigle d'automne sans même utiliser de produits chimiques. Fait qu'on diminue énormément notre intervention chimique là, au champ. Ce grain-là, après ça, qu'est-ce que ça vous a permis d'avoir comme opportunité dans le marché ou dans le coin? Je pense que vous avez commencé à travailler avec certaines distilleries aussi, des micro-distilleries. Exact. Dans le fond, on a été approché là, par des producteurs de malt pour la bière. Puis de fil en aiguille, là, on a eu un contact direct avec Distillerie Saint-Laurent là, pour être capable de reproduire le seigle pour le whisky. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à développer sur le seigle puis à pouvoir faire notre propre mise en marché sur le seigle également. Fait qu'on s'est équipé là, en conditionnement de céréales puis en nettoyage de céréales. Fait qu'on peut nettoyer notre seigle, enlever toutes les impuretés, puis après ça, ben, on l'empoche, on est prêt à partir pour les distilleries. Puis, vu que vous faites votre propre moulée parce que vous êtes propriétaire de vos animaux, qu'est-ce que vous avez vu quand vous avez commencé à utiliser le seigle dans les rations de porc en engraissement, entre autres? Je vous dirais que dans point de vue granulométrie, chez nous, c'est une moulée qui est farineuse, on n'est pas en cube.
Fait que juste pour la granulométrie de la moulée, il y avait un énorme avantage. Si jamais le maïs n'était pas d'une bonne qualité, ça avait tendance à vouloir bourrer dans les trémies pour l'alimentation des porcs. Tandis qu'avec le seigle, ça va beaucoup mieux. L'alimentation se fait mieux, les cochons filent mieux. On n'y voyait que de l'avantage. Puis c'est un produit qu'on a chez nous. Donc, on enlève beaucoup de transport parce que pour réussir à avoir du beau maïs, on ne se mentira pas, là, on a toujours trouvé que avant Saint-Hyacinthe, la qualité était un petit peu moindre pour réussir à avoir des bonnes conversions. Donc, en utilisant notre seigle, on diminue beaucoup les transports de maïs, donc l'effet carbone. Donc, même si on met une grande quantité de seigle d'automne dans les recettes de porc en croissance, on n'a pas nécessairement moins de croissance, puis c'est un produit qui est cultivé dans la région du Kamouraska. Exact. Parfait. Ensuite de ça, on sait aussi que, point de vue bien-être animal, le seigle, qui est un aliment beaucoup plus fibreux que le maïs, aide beaucoup le porc à mieux gérer sa glycémie. Donc, on sait que ça a un effet sur le bien-être de l'animal aussi, ce qui est super intéressant dans l'élevage. Dans la vie de tous les jours, je fais pas des vidéos là, tout le temps non plus. J'étais impliqué avec l'entreprise JF Wallet comme fournisseur chez Belle-Île Solutions Nutrition. Puis on cherchait une manière, avec la relève qui s'en venait, d'assurer une pérennité de l'entreprise. Je pense que j'ai insisté pas mal pour qu'on essaie de développer un projet pour faire la mise en marché ou le lien avec le consommateur directement. Je sais pas ce que tu en penses, Claude, d'élaborer un peu sur le sujet. Effectivement, c'est un besoin qui était là, puis je pense si on veut se démarquer dans la vie de tous les jours, il faut être un peu différent de ce qui se fait déjà, être capable de développer et d'avancer. Auparavant, j'étais représentant d'équipement d'érablière, fait que j'avais un contact humain, un contact avec les gens. Puis en revenant sur la ferme, je pense que c'est quelque chose qui venait qu'à me manquer. Pouvoir voir des gens, pouvoir avoir des discussions et interchanger. Fait que c'est ce qu'on a fait avec la mise en marché. Là, on est capable d'aller rechercher des commentaires. Auparavant, là, la viande, on l'envoie chez les abattoirs ou dans le circuit commercial sans avoir de retour. Fait que la viande est passée où? On ne le sait pas. Qui y a goûté? On ne le sait pas. Tandis que là, avec le contact humain, on est capable de travailler sur notre produit, se différencier, développer, améliorer. C'est le but de l'exercice. C'est bien beau, Claude, d'avoir des belles idées comme ça, hein? Mais quand on a commencé à vouloir abattre, découper, distribuer, peux-tu nous faire un petit survol des différents défis qu'on a surmontés et rencontrés dans le dernier 12 à 13 mois? Et nous allons à dire, initialement, les abattoirs indépendants, il n'y en a presque pas. Fait que, au tout départ, on a commencé, la viande, on n'y connaissait rien. On était habitué d'avoir les animaux vivants, on était habitué de travailler avec eux, mais de pouvoir travailler sur des pièces de viande, de savoir comment les développer, comment les travailler, c'est un énorme défi. On partait de zéro. Fait que ça a été de trouver un abattoir indépendant qui était prêt à pouvoir travailler avec nous. Fait qu'on a réussi à trouver l'abattoir à Luceville, qui est un abattoir indépendant, un peu sur le même modèle que nous. Fait qu'on a commencé là. Suite à ça, pour de la transformation, être capable de faire pas les découpes, mais la transformation, la saucisse, le pepperoni, c'est pas seulement qu'une boucherie qui pouvait nous aider à avancer là-dedans. Il fallait trouver une entreprise qui était avec un permis C1, qui est aussi extrêmement rare là, dans notre coin. Là, les entreprises, il n'y en a presque pas. C'est un énorme manque. Fait qu'il a fallu en trouver. Donc, on a commencé à développer avec Boucherie Centre-Ville à Trois-Pistoles, qui ne sont toujours pas C1. Donc, on les a emmenés avec nous à l'abattoir à Luceville pour être capable de transformer là-bas. Suite à ça, on est aussi à Cap-Saint-Ignace, Boucherie à la ferme, qui nous a énormément aidés, puis à mieux cerner tout ce qui était la transformation, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, de quelle façon qu'on peut travailler. Il a fallu tout apprendre ça. Là. Dans le fond, Claude, si je comprends bien, là, si on veut venir avoir des produits locaux qui s'en vont aux distributeurs et qui viennent de des fermes qu'on connaît, c'est hyper important d'avoir un écosystème d'entreprises indépendantes qui travaillent ensemble, si on veut. Oui, on n'a pas le choix. Si on veut être capable un peu comme je disais tout à l'heure, si on veut être capable de gérer notre bateau, il faut avoir le volant entre les mains. Il faut être capable autant de gérer le départ, que la croissance, que la finition, que la mise en marché, que la mise en tablette. C'est de cette façon-là qu'on est capable de mieux gérer qu'est-ce qu'on fait et pourquoi qu'on le fait. Mais les multinationales ou les gros groupes de ce monde servent mal des projets comme ça parce que c'est des méchants gros bateaux à faire virer, là. Oui, exactement. Et plus que l'entreprise est grosse, plus long, plus que de
de directives à prendre, des décisions importantes de groupe, tandis que chez nous, l'action est directe. S'il faut changer quelque chose, on le change immédiatement, puis on est capable de mieux naviguer. Dans le développement du projet, on a demandé l'aide d'une firme marketing qui nous a amené à faire des tests organoleptiques à l'Institut d'hôtellerie de Québec sur les différentes carcasses. Je sais pas, Claude, tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que ça a donné comme résultat puis comment ces tests ont été faits? Bien, c'est pas tant compliqué. Là, au départ, on a commencé avec un enclos là, spécifique au rail pour être capable de faire nos tests. Fait que cet enclos-là était nourri de la façon rail, était élevé de la façon rail. Fait qu'on a réussi à aller chercher un cochon de ce test-là avec un porc qui était de l'élevage traditionnel, comme qu'on faisait. Fait que c'était deux porcs-là qu'on se trouve avoir fait abattre et emmener avec nous pas à l'abattoir, mais à l'Institut, exact. Fait que c'est deux porcs du même poids, identiques, dans le même élevage, la même ferme. Tout était pareil. Les porcs étaient identiques, sauf deux élevages bien différents, l'alimentation différente également. Fait que ces porcs-là, on les a emmenés là. Puis tout de suite, là, le prof en boucherie qui se trouve à avoir fait les tests a vu tout de suite la différence là, marquante. Là. Donc, Claude, serais-tu bon pour nous expliquer un peu, ça a été quoi les différences que les tests organoleptiques ont démontrées sur les deux carcasses qu'on avait montées? Bien, c'est tout de suite, on l'a vu juste par la teneur en gras. Au final, le persillage, le gras intermusculaire. Fait que le porc, tout de suite, le boucher, quand il l'a pris, le porc qui est au rail, il est resté droit. C'est un porc qui n'était pas mou, qui n'était pas flasque. Le gras était beaucoup plus blanc. Donc, un gras de qualité vraiment supérieure. Suite à ça, le persillage, on l'a remarqué également là, dans les chines. On l'a remarqué dans la longe. On l'a vu qui était vraiment beaucoup plus présent. Puis la couleur de la viande était beaucoup plus rouge également. Fait que ce qui nous a aidé. Suite à ça, on a eu le prof en cuisine qui se trouve avoir essayé là, de faire des tests de goût de nos porcs. Puis suite à ça, on a remarqué que le goût acide du porc un peu plus régulier avait été remplacé par un goût plus noisette dans le porc au rail. Oui, puis dans le fond, c'est ce que le cuisinier nous expliquait, c'est qu'on a tendance à faire des sauces sucrées avec le porc pour combattre l'arrière-goût acide, qu'avec le porc au rail, on a beaucoup moins besoin de faire parce qu'on a plus un arrière-goût noisette. Puis il y avait aussi moins d'écoulement de jus, donc ce qu'il nous dit, c'est que beaucoup plus facile de faire des belles cuissons parce qu'on n'a pas de jus qui vient caraméliser dans le fond de la poêle. On l'avait remarqué également là, avec la fesse, entre autres, là, que durant les tests, les deux fesses étaient restées sur le coin du comptoir. Là. Puis la fesse du porc standard, notre porc régulier, s'était mis à s'affaisser puis à se transformer en ballon de football. Ce qu'on n'a pas vu avec le porc au rail qui est resté là, une belle miche de pain. Là. Donc, ce qu'on trouve super intéressant avec ça, c'est qu'on a été capable de démontrer qu'en alimentant les porcs différemment, on est capable d'aller chercher vraiment un produit de bien meilleure qualité. C'est ce qu'on voulait arriver à faire comme travail. Bonjour, messieurs. Bonjour, mon nom est René Houd. Moi, je suis encanteur. Full-time auctioneer. On a fait venir plusieurs encanteurs, puis je l'avais déjà vu dans d'autres encans. Puis je l'ai trouvé bien qu'on restait un monsieur qui est bien... ça fitait. On les soigne, ils ont l'eau, ils ont le foin, la moulée, on a un pipeline, on a tout pour faire l'accommodation, si tu veux, d'une personne qui ne veut pas faire un camp à la ferme. Là, c'est clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe du transport, on s'occupe de la préparation, on s'occupe de la vente. Je pense qu'on a une très bonne équipe. Aïe, aïe, aïe! C'est écœurant. Aïe, aïe, aïe! Puis le résultat, ça a quand même été impressionnant. Ça pousse assez vite. On le voit quasiment pousser à vue d'œil. Il m'avait promis 5 tonnes de matière sèche à l'hectare, puis on l'a fait à la première coupe. Alors, Claude, es-tu bon pour nous montrer un peu c'est quoi ça donne, ces produits-là, un coup emballé et tout? On va commencer par le premier, qui est notre porc haché, qui est tous nos produits, dans le fond, sont en congelé à l'heure actuelle, ce qui nous permettait là, d'avoir une meilleure gestion. Bien, au final, il n'y a rien de plus frais qu'un produit congelé, soit dit en passant. Donc, on garde toujours la fraîcheur.
En étant sous vide comme ça, c'est extrêmement rapide de pouvoir réussir à décongeler le produit en l'immergeant dans l'eau froide. Donc, habituellement, 10-15 minutes plus tard, le produit est déjà dégelé, prêt pour la cuisson. Moi, je suis un grand utilisateur des produits au rail. Je vous dirais que ce qu'on vous a parlé tantôt d'un test organoleptique, le fait que la viande est plus persillée, ça nous amène beaucoup plus de tendreté et de saveur en même temps, ce qui est vraiment extraordinaire. Des burgers avec ce porc haché-là, c'est de toute beauté. On a également là, notre steak d'échine, qui est un steak qui se démarque vraiment beaucoup. Quand les gens me demandent un petit peu à quoi le comparer, j'ai toujours un peu de difficulté à répondre à la question parce que ça se compare à rien de ce que j'avais déjà connu auparavant. Beaucoup plus tendre, beaucoup plus juteux. Vous le voyez, là, c'est un steak qui est vraiment beaucoup persillé. On a un bon exemple de différenciation de produits, c'est que l'industrie a fait un porc pour les Asiatiques. On a 80% du porc au Québec qui est envoyé en Asie. Mais les Québécois, ce qu'on aime dans le porc, c'est d'avoir du persillage, c'est-à-dire tous les courants de gras au travers de la viande. Puis ça nous a permis de sortir cette découpe-là qui est vraiment excellente pour le barbecue en été avec des amis. Dans le fond, ici, on a notre T-bone de porc qui se trouve être dans la longe là, avec une partie du filet mignon. Là. Ça doit être tendre, ça? C'est extrêmement tendre, puis il y a également une pièce à barbecue. Stéphane, sais-tu c'est quoi ma pièce de porc favorite? Ben non. C'est le tomahawk. Tomahawk là, sur un feu à l'extérieur, en finissant de le cuire sur la braise, c'est vraiment un régal. C'est juteux, c'est tendre. C'est, pour ma part, ma pièce favorite. Toi, Stéphane, de quelle façon tu le fais cuire, ton tomahawk? Moi, du porc frais comme ça, puis une belle pièce épaisse comme ça, là, j'aime ça, la finir rosée au centre. C'est de toute beauté. C'est vraiment, vraiment tendre. Claude, j'imagine que c'est possible d'avoir des demandes spéciales quand quelqu'un va avoir certaines pièces qu'on n'est pas capable de trouver en industrie ou dans les marchés normaux? Ah, ça c'est officiel. On a, comme je vous disais tout à l'heure, on a le volant dans les mains. Fait que les gens qui ont des demandes spéciales, des découpes spéciales, on est capable de s'adapter. Là, autant que des pièces à méchoui, autant que pour des événementiels. On est capable de répondre à plusieurs demandes. Donc, quand on a commencé à faire la mise en marché, tu as sorti à un moment donné le principe des boîtes thématiques. Peux-tu nous mettre un peu d'informations autour de ce concept-là que je trouve pas mal intéressant? Bien, au final, les boîtes thématiques, là, c'était de réussir à faire connaître notre gamme de produits à plus petite échelle. Donc, on a sorti la boîte découverte qui avait un peu de tout, au final. Un petit peu de charcuterie, un petit peu de découpe. C'est un bel ensemble que c'est nos produits de tête, comme je pourrais appeler, que les gens réussissaient à découvrir. Donc, les gens venaient sur notre page Facebook, nous écrivaient des commentaires ou des messages, nous envoyaient leur adresse. Fait que suite à ça, nous, maintenant, là, à tous les jeudis, on se trouve à faire la livraison où on a des points, là, des points de chute que les gens peuvent aller récupérer là, leur boîte thématique. Fait qu'on a eu la découverte. Suite à ça, on a eu la festive dans le temps des fêtes qui est arrivée. On a eu la charcutière, qui était toutes nos charcuteries un peu mélangées que les gens pouvaient essayer également. Puis tout récemment, là, on a boîte barbecue, qui est notre boîte là, à barbecue, au final, là, toutes les pièces à griller. Puis également là, des nouveautés qu'on a, là, comme dans les saucisses également, qu'on a le tomahawk, qui est une nouveauté également là, des derniers temps. Présentement, tu livres sur un territoire qui s'étend de où à où? On s'amuse à l'heure actuelle, je vous dirais, de Montjoly, qui est vraiment tout à côté de où ce que les animaux se font abattre. Donc, de Montjoly à aller à Cap-Saint-Ignace, Montmagny, là, on est pas mal dans notre secteur à l'heure actuelle. Du bord du fleuve à aller jusqu'aux lignes, là, fait que le Témis également est inclus. Mais ça, c'est parce qu'on était dans la première année, mais j'imagine que demain matin, un distributeur de la région de Québec, il y a plusieurs points de vente qui seraient intéressés à avoir vos produits. Il n'y a pas de problème de s'entendre puis de rentrer en dehors de ce territoire-là. Bien, dans le fond, pour le moment, là, on est un petit peu plus dans notre secteur à nous, fait qu'on veut développer. Puis encore, à l'heure actuelle, on est un petit peu en rodage, en apprentissage encore, à mieux cerner là, les besoins en épicerie, les besoins des gens. Mais on est prêt là, à se lancer, à faire notre tournée d'épicerie et à se développer. Fait qu'un pas à la fois, là, on a grandi tranquillement, pas vite. Puis on continue à avancer de cette façon-là. Mais pour résumer, Claude, si je veux acheter de tes produits, c'est où que je vais, comment ça fonctionne, de quelle manière qu'on peut se les procurer? Ben, si on commence au tout début, là, on peut y aller avec des demi-parts ou des parts entiers. On offre autant pour les boucheries le porc en carcasse, autant pour le consommateur à la maison. Donc, tout le porc est découpé comme les gens veulent l'avoir. On a des choix à faire. Telle pièce, on le découpe de telle façon. Fait que le porc est vraiment découpé de la façon que le client veut l'avoir. Tout est emballé sous vide, livré à domicile. Fait qu'on peut le faire de cette façon-là, part entier, demi-part. Suite à ça, on a nos boîtes thématiques qui
permet là, à essayer nos produits et à découvrir les nouveautés également. Par la suite, on a nos points de distribution. Là. On a, à l'heure actuelle, on a Métro Lebel qui se trouve être à la Pocatière. On a épicerie chez Daniel à Mont-Carmel. On a Provigo Saint-Pascal. On a épicerie Charest à Sainte-Hélène. On a station-service Michaud à Notre-Dame-du-Lac. On a également Gaz-Bar Saint-Patrice. Gaz-Bar Saint-Patrice à Rivière-du-Loup. Puis on a également la boucherie Centre-Ville à Trois-Pistoles là, qui achète là, des carcasses de temps à autre puis qui font découvrir nos produits à leur clientèle. Là. Il y a aussi un petit restaurant Goût de ça, je crois, qui cuisine avec vos produits aussi. Exactement. Goût de ça à Saint-Modeste qui cuisine nos produits, là, que même nous, on adore aller consommer. Là. Fait que c'est une belle découverte également. Là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le porc au rail, les particularités qu'on retrouve dans la viande, puis au niveau du persillage du gras, permettent vraiment d'aller chercher dans les charcuteries vraiment des saveurs puis un goût vraiment exceptionnel dans des charcuteries. Peux-tu nous faire un peu une présentation des différentes charcuteries que tu as présentement de disponibles, Claude? Bien, c'est sûr qu'éventuellement, là, on se démarque quand même très fort avec nos saucisses. Saucisses de porc. On a ici là, la poireau épinard vin blanc qui est un de nos produits vedettes pour le moment. On a également là, la Toulouse, la abricot miel. On a des nouveaux produits qui s'en viennent là, qu'on a développés avec un cuisinier de Kamouraska. On a la whisky cheddar bacon qui s'en vient, qu'on s'attend qui va être un produit vedette incroyable. On a également la Camousse qui est un produit vedette fait avec des ingrédients là, du Kamouraska. On se développe à plein de ce côté-là, puis on travaille avec une viande de qualité supérieure. Fait qu'on ne travaille pas nécessairement juste avec de la trim, on travaille avec des pièces de viande de qualité pour mettre dans nos saucisses. Au niveau du bacon, entre autres, là, on a un gras qui fond pas. Dans le fond, quand on fait cuire le bacon, on ne se ramasse pas avec tout le fond de la poêle là, en gras. Ça reste vraiment là, texture viande et c'est vraiment de toute beauté. Exact. On a autant le bacon, on a de la pépérette, on a notre pepperoni. On a le jerky pour les amateurs qu'on nous a donné à quelques reprises la note de 12 sur 10, fait qu'on en est très fiers. On a également développé de la petite saucisse hot dog pour les gens, là, pour les campings en été. On a également là, notre super jambon pique-nique qui a été rendu extrêmement difficile à trouver là, sur les marchés en épicerie, qu'on a remis d'avant. Fait que le jambon pique-nique avec l'os, un jambon qui est pris dans l'épaule. On a nos jambons là, pris dans la pointe de fesse. Faut pas oublier aussi, Claude, tu as aussi le smoke meat et la viande à fondue qui sont vraiment succulents. Tu es aussi présent dans les marchés publics, je crois? Oui, effectivement. On se promène beaucoup, là, dans le fond. Nos samedis, on a une grande partie de nos samedis qu'on les fait au marché public à Rimouski. Donc, on est présent dans ce secteur-là. D'autres fins de semaine, d'autres samedis, on sera du côté de Rivière-du-Loup, au marché La Fontaine. Puis nos dimanches, là, on est à Saint-Pascal, au marché public de la ville. Puis également, là, on a notre page Facebook, là, afin de réussir à retrouver nos produits ou à rentrer en communication avec nous. Vous pouvez nous écrire sur Messenger ou toutes les informations sont là. Si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Page Facebook, c'est Au Rail du Kamouraska. Et voilà. Ben, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans le développement de cette entreprise. Merci beaucoup, Claude, pour cette belle entrevue. Merci, Stéphane.